Nous vivons à une époque où l'emploi est source d'inquiétude. Chaque semaine, un nouveau titre d'actualité nous avertit que l'intelligence artificielle menace nos moyens de subsistance. On nous dit qu'elle pourrait tout bouleverser, des emplois de bureau aux métiers créatifs, en passant par des professions qui semblaient autrefois intouchables. Et cette crainte n'est pas irrationnelle. Les grandes mutations technologiques ont toujours bouleversé les marchés du travail. Mais alors que nous nous focalisons sur les emplois qui pourraient disparaître un jour, quelque chose de bien plus concret est déjà en train de se produire. Dans tous les pays riches, le monde manque discrètement d'enseignants et de médecins. Ce sont pourtant certains des emplois les plus stables de l'économie. Ils ne disparaissent pas en période de récession et les sociétés ne peuvent littéralement pas fonctionner sans eux. Pourtant, dans l'ensemble de l'OCDE, le corps enseignant vieillit rapidement, alors que de moins en moins de personnes prennent la relève. Les pénuries existent depuis longtemps dans le secteur de l'éducation, mais elles étaient généralement gérables. Ce n'est plus le cas depuis quelque temps. Selon l'UNESCO, le simple maintien des systèmes éducatifs actuels nécessitera des millions de nouveaux enseignants d'ici 2030. Dans le domaine des soins de santé, la situation est encore plus grave. L'Organisation mondiale de la santé prévient qu'il manquera environ 11 millions de professionnels de santé dans le monde d'ici 2030, en raison du vieillissement de la population et du départ à la retraite du personnel médical, qui est plus rapide que son remplacement. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un problème. Dans la pratique, de nombreux pays développés ont déjà adopté la même solution. Au lieu de former davantage d'enseignants et de médecins, ils comptent de plus en plus sur l'immigration pour assurer le fonctionnement des écoles et des hôpitaux. À première vue, cela semble être une solution gagnant-gagnant. Mais cette solution ne fonctionne que tant que les immigrants restent dans le pays. Or, de plus en plus souvent, ce n'est pas le cas. Comme toujours, nous devons donc répondre à des questions importantes. Pourquoi les travailleurs essentiels disparaissent-ils ? Pourquoi l'immigration ne peut-elle pas continuer à être la solution à ce problème ? Et que se passera-t-il si cette pénurie devient permanente ? Sur le papier, devenir enseignant ou médecin semble toujours être l'un des choix les plus sûrs que l'on puisse faire. Les enseignants ont généralement des contrats stables, des parcours professionnels prévisibles et des horaires réguliers, avec un salaire qui atteint souvent ou dépasse le salaire moyen national au cours de leur carrière. Aux États-Unis, par exemple, le salaire d'un enseignant qualifié commence à environ 32 916 livres par an, mais peut atteindre environ 51 000 livres ou plus avec l'expérience, avec des échelles encore plus élevées à Londres. En revanche, le salaire médian d'un travailleur à temps plein au Royaume-Uni est d'environ 39 000 livres par an avant impôt. Dans d'autres économies avancées, la tendance est similaire. Dans l'ensemble de l'OCDE, les enseignants perçoivent des salaires réglementaires qui se situent entre 56 000 et 64 000 dollars américains, selon le niveau d'enseignement et le pays. Le salaire des enseignants se situe donc autour ou légèrement au-dessus du salaire annuel moyen de l'OCDE, qui est d'environ 61 000 dollars américains. Les médecins vont encore plus loin. Une fois pleinement qualifiés, les médecins gagnent plus que le travailleur moyen, bénéficient d'une forte sécurité de l'emploi, d'une demande mondiale et de compétences qui restent extrêmement difficiles à automatiser. Aux États-Unis, un médecin gagne en moyenne environ 230 000 dollars par an, les médecins généralistes gagnant moins et les spécialistes gagnant beaucoup plus, tandis que le travailleur américain moyen gagne environ 69 000 dollars par an. La même tendance se retrouve dans d'autres pays à revenus élevés, même si les chiffres absolus sont moins élevés. Selon l'OCDE, les médecins généralistes gagnent généralement 2 fois le salaire national moyen, tandis que les médecins spécialistes gagnent souvent 2 fois et demi le salaire moyen, selon les pays. Les écoles et les hôpitaux sont construits en partant du principe que les enseignants et les médecins seront toujours là. Pourtant, dans les pays riches, un phénomène de plus en plus contradictoire se produit. Malgré tous ces avantages apparents, les écoles et les hôpitaux ont de plus en plus de mal à maintenir leurs effectifs. Pendant la majeure partie du siècle dernier, la manière dont les pays riches fournissaient les travailleurs essentiels suivait un schéma assez prévisible. Les enseignants et les médecins étaient formés dans le pays, généralement dans le cadre de systèmes publics fortement subventionnés, car les gouvernements considéraient ces fonctions comme des infrastructures nationales essentielles, plutôt que comme des emplois ordinaires du marché. Chaque année, une nouvelle cohorte de diplômés entrait dans les salles de classe et les hôpitaux, tandis que les travailleurs plus âgés prenaient progressivement leur retraite. Tant que le nombre d'arrivants correspondait à peu près au nombre de départs, le système restait en équilibre. Les écoles restaient dotées en personnel, les hôpitaux continuaient à fonctionner et les pénuries étaient rares et généralement temporaires. Ce modèle fonctionnait parce que la démographie sous-jacente le soutenait. À l'époque, la population était plus jeune, les taux de natalité étaient suffisamment élevés pour garantir un flux constant de futurs travailleurs et la demande augmentait suffisamment lentement pour que les systèmes puissent suivre le rythme. Il n'était pas nécessaire d'augmenter de manière significative les capacités de formation, car le remplacement était progressif et largement autonome. Mais aujourd'hui, ce système n'est plus viable.
Dans presque tous les pays à revenus élevés, la population vieillit rapidement, ce qui exerce une double pression sur les systèmes de santé. De nombreux médecins approchent de l'âge de la retraite alors même que la population vieillit. Dans les pays comme le Japon, l'Italie et l'Allemagne, plus d'une personne sur 5 a déjà plus de 65 ans, et cette proportion ne cesse d'augmenter. Et les sociétés vieillissantes ont besoin de plus de soins de santé, et non moins, car les gens vivent plus longtemps et passent une plus grande partie de leur vie à gérer des maladies chroniques. Dans le même temps, les taux de natalité dans les pays développés sont tombés bien en dessous du seuil de renouvellement des générations, qui est de 2,1 enfants par femme. Dans des pays comme la Corée du Sud, l'Italie, l'Espagne et le Japon, les taux de fécondité sont désormais proches de 1,2 ou moins. Et même les pays qui ont historiquement connu des taux de fécondité plus élevés, comme le Royaume-Uni, la France et les pays nordiques, ont enregistré des baisses soutenues. Concrètement, cela signifie que moins de jeunes entrent sur le marché du travail alors que la demande d'enseignants et de médecins s'accélère. À ce stade, la question qui se pose naturellement est la suivante. Pourquoi ne formons-nous pas davantage de personnes ? Le problème est que la formation de nouveaux enseignants prend des années et que la formation des médecins prend souvent une décennie ou plus, depuis l'entrée à l'université jusqu'à l'obtention du diplôme. Cela signifie que les pénuries observées aujourd'hui ne sont pas le résultat d'échecs politiques récents, mais de décisions prises il y a 10 voire 20 ans, concernant par exemple le nombre de places de formation à financer ou la charge que les systèmes pouvaient supporter. Lorsque la vague de départ à la retraite arrive, il n'y a aucun moyen d'accélérer suffisamment rapidement la formation pour compenser. Et la pandémie n'a fait qu'aggraver ce problème de timing. La Covid-19 n'a pas créé la pénurie sous-jacente, mais elle l'a mise en évidence, accélérant l'épuisement professionnel et poussant de nombreux enseignants et professionnels de santé expérimentés à prendre une retraite anticipée, au moment même où la demande atteignait son pic. Une fois que ces travailleurs partent, ils ne peuvent pas être remplacés assez rapidement, quelle que soit l'urgence du besoin. Les conditions de travail ont ajouté une pression supplémentaire. Si les enseignants et les médecins gagnent des salaires supérieurs à la moyenne dans de nombreux pays, ils gagnent moins que d'autres professions exigeant des niveaux d'éducation, de responsabilité et d'investissement en temps similaires. De plus, les structures salariales du secteur public ont tendance à plafonner les revenus au cours d'une carrière, avec des échelles salariales définies qui contrastent avec les professions du secteur privé, où la rémunération peut continuer à augmenter en fonction de l'expérience, des performances et de la demande du marché. Dans le même temps, l'accès à ces professions est devenu plus long et plus coûteux, avec un endettement étudiant plus élevé, une augmentation des loyers dans les villes où se trouvent les emplois et une rémunération qui n'intervient qu'après de nombreuses années de formation. Le travail quotidien est également devenu plus exigeant. Les longues heures, la surcharge administrative et les responsabilités élevées sont devenues la norme, en particulier dans le secteur de la santé, où le manque de personnel se traduit directement par une charge de travail plus lourde pour ceux qui restent. Pour de nombreux étudiants très performants, les alternatives du secteur privé offrent souvent des récompenses financières plus rapides, plus de flexibilité et moins de contraintes, ce qui rend l'enseignement et la médecine relativement moins attrayants malgré leur stabilité à long terme. Il en résulte donc une érosion lente et cumulative. Moins de personnes suivent une formation, davantage quittent leur emploi plus tôt que prévu et la main-d'œuvre vieillit plus rapidement qu'elle ne peut être remplacée. Comment les gouvernements ont-ils géré ce problème jusqu'à présent ? Les augmentations salariales et les politiques de fidélisation ont aidé, mais face à des pénuries qu'ils ne peuvent résoudre rapidement, la plupart des gouvernements ont eu recours au même levier. Si vous ne pouvez pas former suffisamment d'enseignants et de médecins dans votre pays, vous les faites venir d'ailleurs. La migration est plus rapide que l'expansion des universités, moins coûteuse que l'augmentation des salaires dans le secteur public, et beaucoup plus facile sur le plan politique qu'une réforme à long terme. Les gouvernements ont donc repensé leur système de visa afin d'attirer les travailleurs essentiels. Les médecins et les infirmières ont bénéficié d'une procédure accélérée, avec des délais de traitement raccourcis par rapport au visa standard pour travailleurs qualifiés. Au Royaume-Uni, cela a conduit à l'arrivée de dizaines de milliers de personnes en une seule année. Rien qu'en 2022, plus de 73 000 travailleurs de la santé et des soins ont été parrainés grâce à des visas pour travailleurs qualifiés, et ce nombre a continué d'augmenter jusqu'au début de l'année 2023. Et à court terme, cela a fonctionné comme prévu. Au cours de la dernière décennie, cette approche a permis aux écoles et aux hôpitaux des pays développés de continuer à fonctionner, sans que les listes d'attente n'explosent du jour au lendemain. Même si certains pays ont augmenté le nombre de places de formation ou ont expérimenté des primes de fidélisation, la migration est restée le moyen le plus rapide de soulager la pression à court terme. Le problème est que la migration ne crée pas de nouveaux travailleurs, elle ne fait que les déplacer. Ainsi, lorsque les pays à revenus élevés recrutent des enseignants et des médecins formés à l'étranger, ils retirent souvent des talents à des endroits qui souffrent déjà de pénurie. En théorie, cela devrait au moins protéger les pays développés contre les pénuries. Mais dans la pratique, cela fonctionne rarement longtemps.
Les professionnels migrants sont moins attachés à un seul système et plus disposés à déménager à nouveau dès que de meilleures opportunités se présentent. Cela signifie que la migration peut continuer à combler les lacunes, mais qu'elle peine à constituer une main-d'œuvre stable. On le voit clairement au Royaume-Uni. Depuis des décennies, le NHS, Service national de santé britannique, dépend fortement des médecins formés à l'étranger pour combler ces pénuries de personnel. Aujourd'hui, environ un tiers des médecins travaillant au Royaume-Uni ont été formés à l'étranger, et environ un quart des infirmières du NHS ne sont pas de nationalité britannique, ce qui fait de ce service de santé l'un des plus dépendants au niveau international parmi les pays de l'OCDE. Beaucoup arrivent, acquièrent de l'expérience et accomplissent un travail essentiel, mais une part importante d'entre eux ne reste pas. Une fois qu'ils ont acquis des compétences et des qualifications, certains partent vers des systèmes mieux rémunérés, comme les États-Unis ou l'Australie, où les salaires sont bien plus élevés. Le Royaume-Uni devient donc un tremplin plutôt qu'une destination. Au final, de nouveaux médecins arrivent et d'autres partent, ce qui ne change pratiquement rien à la pénurie sous-jacente. Alors pourquoi ne pas régler le problème à la source ? Parce que les alternatives sont difficiles sur le plan politique et économique. Les gouvernements peuvent augmenter les salaires des enseignants et des médecins, mais cela pèse sur le budget public et risque de susciter une réaction négative de la part des électeurs qui n'en bénéficient pas directement. Développer la formation nationale est une autre option, mais cela prend des années et nécessite un financement soutenu bien avant que le résultat ne se manifeste. Le plan à long terme du gouvernement britannique pour la main-d'œuvre du NHS, par exemple, est soutenu par un investissement de plus de 2,4 milliards de livres sterling et vise à développer la formation et le recrutement au cours des 15 prochaines années. Mais un étudiant en médecine qui commence sa formation aujourd'hui ne soulagera pas complètement la pression sur le système avant une décennie ou plus. Ainsi, pour les politiciens, les coûts sont immédiats, mais les bénéfices arrivent beaucoup trop tard pour un cycle électoral. C'est pourquoi on continue à demander à la migration plus qu'elle ne peut réellement offrir. C'est le seul outil qui fonctionne rapidement. Mais cela a un prix. Cela déplace les pénuries au-delà des frontières, augmente le taux de rotation du personnel et retarde les réformes plus profondes nécessaires pour rendre les effectifs dans les domaines de l'éducation et de la santé à nouveau viables. Et c'est là que réside le véritable risque. Lorsque les pénuries cessent d'être temporaires, les systèmes s'adaptent d'une manière qui semble fonctionnelle en surface, mais qui se dégrade lentement en profondeur. Dans le domaine de l'éducation, cela commence par une augmentation progressive de la taille des classes. Une fois que cela se produit, l'attention individuelle diminue et les écoles réduisent discrètement ce qu'elles peuvent réellement enseigner, d'autant plus que les enseignants moins expérimentés sont appelés à assumer des charges plus lourdes. Au début, l'impact peut sembler gérable. Les élèves obtiennent toujours leur diplôme et les écoles restent ouvertes. Mais le coût réel n'apparaît que des années plus tard, car une formation moins solide aujourd'hui signifie une productivité moindre dans plusieurs décennies. En fait, les recherches de la Banque mondiale montrent que ce que les élèves apprennent réellement, c'est-à-dire la qualité de l'enseignement, est beaucoup plus important pour la croissance à long terme que la durée de leur scolarité. Les pays où les élèves quittent l'école avec des compétences plus solides finissent par être beaucoup plus riches au fil du temps, tandis que ceux qui prennent du retard en matière d'apprentissage se condamnent à une croissance plus faible pendant des générations. Les soins de santé évoluent plus rapidement, ce qui rend les conséquences encore plus difficiles à ignorer. Lorsque la pénurie de personnel devient chronique, les délais d'attente s'allongent et les diagnostics sont retardés. Une fois que cela se produit, les résultats s'aggravent pour des affections qui seraient autrement traitables. En Angleterre, par exemple, les longs délais d'attente aux urgences sont devenus si graves que l'analyse rapportée par la BBC les relie à 250 décès supplémentaires chaque semaine parmi les patients en attente d'admission. Parallèlement, une population en moins bonne santé est une population moins productive. Moins de personnes sont capables de travailler de manière régulière, davantage quittent le marché du travail prématurément et les systèmes de santé finissent par traiter des problèmes qui auraient pu être évités au lieu de les prévenir. Si l'on prend suffisamment de recul, on peut même voir comment les pénuries dans les écoles et les hôpitaux remodèlent discrètement l'économie. D'un côté, la croissance ralentit à mesure que les compétences et la santé se détériorent. Dans le même temps, l'accès devient plus inégal, car ceux qui ont les moyens de se tourner vers des alternatives privées s'en détournent, tandis que tous les autres attendent plus longtemps et obtiennent moins. À l'échelle mondiale, la même dynamique s'observe entre les pays. Lorsque les pays à revenus élevés attirent les travailleurs essentiels à l'étranger, les pays à faible revenu perdent les professionnels dont ils ont besoin pour mettre en place leur propre système éducatif et sanitaire, ce qui rend encore plus difficile d'échapper à une pénurie future. Au Ghana, par exemple, environ 7 médecins sur 10 formés dans les années 1990 travaillaient à l'étranger quelques années seulement après avoir obtenu leur diplôme. Le pays a investi dans leur formation, mais les bénéfices ont été largement réalisés ailleurs.
Une situation similaire s'est produite au Kenya, où l'on estime que l'émigration de seulement 167 médecins a représenté une perte d'environ 86 millions de dollars, rien qu'en investissement de formation, une somme qui aurait pu être consacrée au recrutement de personnel hospitalier et à l'extension des soins à domicile. En réalité, l'Amérique du Nord et l'Europe emploient environ 2/3 des professionnels de santé dans le monde, alors qu'elles ne représentent qu'environ 1/5 de la charge mondiale de morbidité. L'Afrique, en revanche, supporte près d'1/4 de la charge de morbidité avec seulement 3% des professionnels de santé dans le monde. C'est le résultat à long terme du transfert des travailleurs de la santé des systèmes qui en ont le plus besoin vers ceux qui peuvent les rémunérer davantage. La pénurie a donc des répercussions sur tous les domaines, de l'inégalité à la croissance. Mais il existe également des preuves que cette dynamique peut être ralentie, voire inversée dans certains cas. Dans les pays où les salaires, les conditions de travail et les capacités de formation ont été ajustés plus tôt, la pénurie a été plus facile à contenir. Le Portugal, par exemple, a passé 2 décennies à augmenter régulièrement la capacité de ses facultés de médecine, pour atteindre finalement environ 5,8 médecins pour 1000 habitants, soit l'un des ratios les plus élevés d'Europe, bien supérieur à celui de pays comme les États-Unis, qui se situe plutôt autour de 3,5 médecins pour 1000 habitants. Cela a réduit sa dépendance vis-à-vis des flux étrangers et contribué à stabiliser les effectifs dans les soins primaires. La Roumanie a suivi une voie différente. Après avoir connu d'importantes fuites de cerveau dans les années 2010, elle a augmenté les salaires, développé la formation et amélioré les conditions de travail. L'émigration des médecins a fortement diminué, passant d'environ 1500 par an en 2012 à moins de 500 en 2021, ce qui a permis au système de retenir davantage de ses propres diplômés et de reconstruire ses capacités de l'intérieur. Ce qui nous apprend quelque chose d'important, les résultats dépendent des choix politiques. Lorsque la charge de travail reste gérable et que les perspectives de carrière restent attrayantes, les systèmes parviennent beaucoup mieux à retenir les travailleurs qu'ils forment. La technologie pourrait également contribuer à atténuer ces pénuries, mais seulement si elle est utilisée à bon escient. L'IA ne doit pas remplacer les enseignants et les médecins, mais être un multiplicateur de force. En réduisant le travail administratif, en accélérant les tâches routinières ou en libérant les professionnels afin qu'ils puissent se concentrer sur les aspects du travail que seuls les humains peuvent accomplir, elle peut rendre ces carrières plus durables à long terme. En fin de compte, le véritable danger n'est pas que les sociétés se réveillent un jour sans enseignants ni médecins, c'est que les systèmes cessent de considérer le manque de personnel comme un problème temporaire à résoudre. Une fois que cela se produit, le coût ne se limite plus aux salles de classe et aux hôpitaux, il se traduit par un ralentissement de la croissance, un affaiblissement des compétences, une détérioration de la santé et une société qui perd progressivement la capacité de remplacer les travailleurs dont elle dépend. Et cela nous ramène à notre point de départ. Nous vivons à une époque d'inquiétude professionnelle, alimentée par la crainte que la technologie ne rende le travail humain obsolète. Si vous souhaitez approfondir cette question initiale et voir ce qui se passerait si le capitalisme n'avait plus besoin de travailleurs, nous avons réalisé une vidéo entière explorant précisément cette hypothèse. Vous devriez pouvoir cliquer dessus sur votre écran dès maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao!